Allez, on est parti. Je vais partager mon écran. Donc, le thème d'aujourd'hui, pour ce dernier atelier de l'année, c'est la voie de la sérénité. Je pense que c'est approprié pour cette année 2025 qui est une fin de cycle, puisque c'est une année en neuf. On verra ce qu'il en est du renouveau de 2026. J'ose pas me faire trop d'illusions, mais on verra bien. Et donc, de toute façon, décembre, c'est toujours un bon moment pour faire un peu le point. Et puis, le truc que je vais éclaircir tout de suite par rapport à ça, la voie de la sérénité, on n'est pas en train de chercher à être zen à tout prix, ni à se détendre forcément. On veut juste aller mieux et lâcher ce qu'on a besoin de lâcher. Et puis surtout, comprendre où est-ce que notre énergie part potentiellement. Ce qui, parfois, nous empêche d'être vraiment serein, c'est qu'on disperse de l'énergie un peu partout et qu'on s'en rend pas compte. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de retrouver de la sérénité, non pas en fuyant la réalité, parce que ça peut être une tentation de dire: «Je m'évade un peu, je vais ailleurs». Non, on veut être là, mais on veut arrêter de nourrir ce qui ne dépend pas de nous, donc ce qui nous bouffe de l'énergie inutilement. Et l'objectif de cet atelier, c'est justement de ne pas nourrir mentalement ce qu'on ne contrôle pas, pardon, et d'arriver à réorienter son énergie vers ce qui est plutôt quelque chose qui nous concerne maintenant et sur lequel on peut agir. Et donc ça va être plutôt des temps d'observation, de réflexion, de partage d'expériences. Et l'objectif, c'est vraiment de respecter son rythme et donc on partage ce qu'on a envie, on garde pour soi ce qu'on préfère garder pour soi comme d'habitude. Et puis, ouais, juste une petite précision aussi sur le terme sérénité, je m'étais noté de dire ça, c'est, la sérénité, c'est pas forcément une vie sans problème. Et c'est pas non plus l'absence de peur ou c'est pas non plus le fait d'avoir un mental vide. Ça, c'est un mythe de croire que, les plus grands maîtres zen n'ont aucune pensée dans leur tête. C'est pas vrai, c'est simplement qu'ils arrivent à les laisser passer sans s'accrocher à ces pensées. Donc la sérénité, c'est plus la qualité de notre relation à ce qui nous arrive et encore plus à ce qui n'est pas encore arrivé. Parce que c'est là qu'on tombe facilement dans l'anxiété finalement. J'anticipe des choses qui sont pas encore arrivées, donc que je ne contrôle pas et je mets beaucoup d'énergie dessus. Et on va commencer comme d'habitude par une petite citation. En ce moment, j'ai pas mal de Lao Tzu parce que ça s'y prête bien. «Celui qui est attaché à l'avenir perd le présent». Voilà, invitation à être là, ici et maintenant, plutôt qu'à se projeter sans arrêt sur des choses qui ne sont pas encore là et qu'on ne maîtrise pas. Alors, ce que je vous propose pour commencer, donc c'est sur la page 2 du workbook, c'est une petite météo intérieure. Je vais vous demander de penser à votre année 2025 et de voir spontanément quelle météo vous vient pour cette année. Est-ce que c'est du brouillard, de la tempête, des éclaircies, du vent, du soleil, de la pluie, de la neige ou quoi que ce soit d'autre? Je vous laisse le noter sur votre workbook et puis éventuellement le partager ou le mettre dans le chat si vous avez envie. On n'est pas dans le mental, hein, c'est de l'instinctif, ce qui vient. Donc Marie-France, tu dis: «Pour moi, c'était le brouillard car un peu beaucoup perdu dans mon objectif que j'arrivais pas à mettre correctement en place». Moi aussi, c'était le brouillard.
pense que l'année s'y prêtait aussi. Tu sais, ce genre de truc quand tu commences à te dire: «Bon, il y a des choses qui me conviennent plus, je vais les changer», mais tu sais pas encore ce qui te convient le mieux et bah, oui, tu es dans cette phase de c'est ça? Mmh, je vois bien. Et toi, Lionel, tu veux partager ta météo? Eh ben, lassitude et fatigue. Ah, c'est pas une météo ça, mais bon, on entend Ah, quand mais même. maintenant, il faut prendre sur les thèmes qui sont en C'était bas. d'être sur la métaphore de la météo, mais D'accord. Alors, non, non, mais ça va, change pas. Lassitude et fatigue, OK. Tu sais d'où ça vient? Tu sais quoi faire pour, en euh, sortir ou pas encore? moi, je dirais pluie et neige, alors, entre les deux, à un moment donné, pour être un Sympa. peu sur la météo. Donc, quelque chose de pas défini et de pas arrêté. Donc, ouais, voilà, Donc entre le temps d'ici et celui de chez Marie-France, là. OK. absolument. OK. On va passer au premier pilier. Donc la première partie, c'est une question de mindset. Ah, c'est pluie au Québec aussi, comme ici. Heu, on va parler de préoccupation, de contrôle et de gaspillage d'énergie et donc on va essayer d'analyser où est-ce que l'énergie part. Mais avant, je voudrais qu'on s'interroge sur ce que c'est qu'une préoccupation. Comme son nom l'indique, si on le décompose, ce mot préoccupation avec le préfixe pré, ça veut dire que je m'occupe avant. Donc en quelque sorte, je m'occupe trop tôt de quelque chose. Donc on peut dire que c'est une activité mentale qui est tournée vers le futur. Bien sûr, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais c'est quelque chose qui va prendre de l'énergie alors que c'est pas forcément le bon moment. Il y a 2 types de préoccupations. Il y a celles qui sont utiles parce que c'est des aides à la décision, à l'action et qui constituent une espèce de préparation finalement. Et il y a celles qui sont stériles où finalement j'ai aucun levier sur une situation, mais je passe du temps à y penser, alors que de toute façon que j'y pense ou pas, ça change rien. Je vais prendre un exemple de préoccupation utile. Ça doit faire 1 mois et demi ou 2 mois, on m'avait proposé une mission de consulting à Paris pour une boîte pharma, un truc, bon, potentiellement financièrement intéressant. Après, le projet avait l'air sympa aussi. Le truc, c'est à Paris. Moi, je suis pas à Paris, donc j'ai, 2 heures de TGV pour aller à Paris. C'est pas des trucs qu'on fait en aller-retour dans la journée, tous les jours pendant s'il faut être présent 3 jours sur le site. Donc la préoccupation, avant de dire: «Oui ou non, je suis intéressée», c'était de voir: «OK, combien ça me coûte de louer quelque chose pour 2 nuits par semaine? Combien le train me coûte?» pour voir finalement, sur ce que je peux être payée comme consultante, il me reste quoi à la fin une fois que j'ai enlevé ça? Voilà, c'était ça la préoccupation. En fait, c'était l'aide à la décision. Est-ce que c'est intéressant d'aller faire ce projet d'un point de vue financier? Est-ce qu'au niveau fatigue, je me sens de prendre le train toutes les semaines? Est-ce que je me sens de partir sur une mission longue? Est-ce que je peux m'organiser pour avoir du temps pour continuer le reste de mes activités? Ça, c'était de la préoccupation utile et finalement, on pourrait presque trouver un autre mot, c'est plus de la préparation. Je regarde si ça colle. Si finalement je m'étais posé toutes ces questions avant de savoir que ma candidature était retenue pour cette mission, j'aurais été dans la préoccupation stérile. Puisque s'il faut, je me pose toutes ces questions-là, donc je passe du temps et de l'énergie dessus et au final, ma candidature n'est pas retenue, j'ai perdu mon temps. Est-ce que c'est clair la différence entre les 2? Ouais, je regarde mes notes, voir si j'ai rien oublié. Mais globalement, voilà, l'idée, c'est que dans une vie d'entrepreneur, surtout quand on est à son compte, il est possible qu'on passe beaucoup de temps avec des préoccupations qui sont stériles, donc à se poser des questions sur des situations sur lesquelles on n'a pas encore de contrôle. Et donc l'idée, c'est d'arriver à les identifier pour pas se laisser trop polluer par ça. Donc on va continuer par un mini quiz que je vous ai mis dans le workbook, donc toujours en page 2. C'est des situations courantes et donc pour chacune, je vais vous demander de répondre spontanément sans trop réfléchir, si dans cette situation, la préoccupation, elle est utile maintenant
elle sera utile plus tard ou si c'est clairement une pollution mentale. On va les passer en revue ensemble. Donc, pour chaque situation qui sont décrites, on va déterminer est-ce que la préoccupation est utile maintenant? Est-ce qu'elle sera utile éventuellement plus tard? Ou est-ce que là, ça serait vraiment que du gaspillage d'énergie? Donc, la première situation, on peut le faire ensemble hein, si vous voulez, c'est je repense régulièrement à une décision passée en me demandant si j'aurais dû faire autrement. À votre avis, préoccupation utile, stérile, enfin utile maintenant, utile plus tard ou pollution? Pollution. Ouais, Marie-France, t'es d'accord? Si tu veux aller plus vite, tu me mets un P pour pollution et puis utile, UM pour utile maintenant ou U plus pour utile plus tard, si ça te va. Parce que sinon, tu vas avoir des crampes aux doigts à force de taper. Ouais, pollution, clairement. C'est dans le passé, c'est une situation qui a déjà eu lieu, je peux rien y changer. Ça sert à quoi de se prendre la tête à se refaire le film? Je dis ça et je sais très, très bien faire ce genre de choses. Mais voilà, il faut arriver à se débarrasser de ces pensées-là puisqu'elles sont inutiles. Situation numéro 2, j'anticipe un scénario négatif sans avoir aujourd'hui les informations nécessaires pour agir. Alors, est-ce que la préoccupation est utile maintenant, utile peut-être plus tard, ou c'est de la pollution? Donc Marie-France, inutile. Oui, on peut dire inutile. C'est pollution inutile, c'est la même chose, mais tu vois, on peut se dire c'est quelque chose, un peu comme dans l'exemple que j'ai donné. Une fois que tu sais que ta candidature est retenue pour un poste, tu commences à te, on va dire, préoccuper ou à t'intéresser. Il y a Hello qui nous rejoint. À t'intéresser à ce qui se passe autour. Coucou Hello, tu peux ouvrir le micro, tu vois, on est en petit comité. Juste Marie-France a plus de voix, donc elle communique avec nous dans le chat. Bonjour, désolée pour le retard. Pas de problème, je suis contente que tu sois là. Moi Donc aussi. on a passé en revue un peu ce que c'était que la préoccupation, donc le fait de s'occuper trop tôt finalement de quelque chose. Et là, on était sur la page 2 du workbook où on a un petit quiz sur des situations où on essaye de déterminer ensemble, est-ce que dans cette situation, c'est intéressant de se préoccuper ou de s'occuper de quelque chose, ou est-ce que c'est pas utile maintenant, ça serait utile potentiellement plus tard, ou c'est carrément de la pollution. Et donc on en était à la situation 2. J'anticipe un scénario négatif sans avoir aujourd'hui les informations nécessaires pour agir. Et donc Et donc, Marie-France nous dit utile plus ah, tard. Et toi? ça résonne tellement ce sujet-là. J'ai quitté mon mari il y a 1 heure et en fait, on a un petit litige avec son ancienne associée qui doit normalement nous payer l'argent au 31 décembre, sauf qu'elle répond à aucun des mails, etc. Et donc, moi, je disais à Marc, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de réfléchir à l'étape d'après? Imagine si elle ne paye pas et tout. Et à la fin de la discussion, on en est venu au fait de bah, ça sert à rien d'anticiper un scénario négatif tant qu'on n'a pas les informations nécessaires pour agir. Ben voilà, bienvenue. Il n'y Je a pas reprends. forcément de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Le but, c'est Non. d'apprendre à réfléchir pour après, dans sa vie, se dire, attends, je suis dans une situation où est-ce que je contrôle quelque chose? Est-ce que je suis en train d'anticiper quelque chose qui n'a pas lieu et j'ai pas toutes les informations? Tu vois, c'est plus, voilà, d'avoir ce Mhm. genre de réflexe. Donc ouais, Marie-France a dit pareil, ça sera peut-être utile plus tard, c'est ça, hein? Et Lionel, tu étais d'accord avec ça? Ouais. Donc la troisième situation que je vous propose, c'est je réfléchis à un problème concret sur lequel je peux prendre une décision cette semaine. Est-ce que là, c'est une préoccupation utile maintenant, utile plus tard, ou c'est de la pollution? Marie-France, elle nous dit utile maintenant. Et tout. Toi aussi? Ouais, moi aussi. Ouais. Ben là, c'est un problème concret et je peux prendre une décision. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir là-dessus de décider. Donc oui,
Là, ça vaut le coup que je réfléchisse à mes options et que j'avance là-dessus. On est tous d'accord. Et la 4e situation, je me projette sur une difficulté possible sans savoir si elle aura réellement lieu. Utile maintenant, utile plus tard ou pollution. Marie-France nous dit pollution. Ouais, moi aussi. Lionel? Utile pour plus tard. Donc, ça sera utile plus tard de se préoccuper. La frontière entre les deux, elle est mince de toute façon. Ouais. Entre utile, ça sera utile plus tard d'y penser à cette situation et on peut dire, c'est une pollution maintenant, si j'y pense maintenant. Ouais, c'est comme dit Marie-France, c'est une difficulté possible, donc peut-être pas réelle, ça n'arrivera peut-être jamais. En fait, ça peut être utile d'y penser le jour où ça arrive, mais on est d'accord qu'il n'y a pas d'intérêt forcément à y penser avant, tant qu'on ne sait pas. Globalement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse de toute façon, comme je vous ai dit là-dessus, c'est plus de se rendre compte du temps qu'on passe potentiellement à réfléchir, à penser, à se préoccuper à des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle et on n'a pas tous les leviers. Et on ne sait même pas si ça va arriver. Et donc prendre ce réflexe de se poser la question de est-ce que je suis en train de mettre mon énergie au bon endroit? Est-ce que je peux changer quelque chose à cette situation ou pas? Et ça va aider à lâcher prise. Alors j'aime pas trop ce mot parce que ça fait très injonction. Il faut lâcher prise maintenant. On fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, déjà de mettre en conscience le fait qu'il y a des situations sur lesquelles on ne peut rien changer ou qu'il y a des scénarios qui peut-être ne deviendront jamais réalité, ça permet de plus facilement ne pas s'accrocher à ces pensées-là. C'est plus ça le message. Est-ce que ça vous parle? Moi, il y a un mot qui me vient, c'est gamberger. Une fois, j'avais fait une formation c'était une formation de prospection et la personne nous avait dit: «Mais vous n'êtes pas» bon là, c'était une situation particulière, «mais vous n'êtes pas dans la tête de l'autre, donc arrêtez de gamberger et de vous faire plein de scénarios qui, ça se trouve, n'existeront pas, en fait». Ouais. J'ai eu la même discussion il y a une dizaine de jours. J'ai fait une formation vente dans une entreprise à des gens qui ne sont pas des vendeurs et c'était: «Ouais, mais si je décroche mon téléphone pour appeler, peut-être que je dérange la personne». Je dis: «OK, est-ce que la personne, elle est pas assez grande pour se dire: "Si je suis pas disponible, je réponds pas à mon téléphone"?» Tu vois? C'est pas ta responsabilité de savoir si la personne en face est disponible ou pas. C'est la responsabilité de chacun de se dire: «Si je suis pas dispo, je décroche pas mon téléphone». Mmh mh. Tu vois? Et c'est un peu remettre aussi, laisser à chacun son pouvoir aussi, hein. Mais c'est un peu dans le même ordre d'idées. Je vois que Marie-France est en train de nous écrire quelque chose, donc j'attends. Il y a trop de suspense. Lâcher prise parle du fait de lâcher la branche à laquelle on s'accroche et qui nous empêche d'avancer. La branche pourrait aider à visualiser la situation qui préoccupe. Très belle image, ouais. Merci pour ce partage. C'est vrai que si on reste accroché, on a plus de mal. OK. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre, pour aller un petit peu plus loin, on va prendre une préoccupation très concrète, quelque chose qui parle, au plus grand nombre et on va l'observer ensemble tranquillement, plus comme un mécanisme que comme une histoire personnelle. Je vous montre la slide d'après. Donc l'idée, c'est d'aller, déconstruire nos croyances, donc ces fameuses préoccupations là, de manière ludique parce qu'on va leur faire un procès. Donc il ne s'agit pas là d'un coaching individuel, c'est pas un espace où on va se donner des conseils, c'est plus on va observer une préoccupation en tant que phénomène mental qui touche n'importe qui d'entre nous à un moment ou un autre de notre vie. Et donc ce que je vous propose avant qu'on démarre le jeu, ça va être de chercher une préoccupation qui vous parle dans celle que j'ai listée ou d'en proposer une autre, si vous préférez. Et donc je vous rappelle qu'il n'y aura pas d'analyse, ni de solution, ni d'interprétation, c'est juste observer le mécanisme
L'objectif n'est pas de régler le problème, mais plutôt de comprendre que certaines de ces préoccupations ont un effet sur notre énergie. Donc, je vous laisse regarder les propositions et me dire ce qui vous parle. Potentiellement, elles peuvent toutes nous parler, je pense. Donc, il y a la 1, et si mon business ne décollait pas? La 2, et si mon projet ne marchait pas? La 3, et si c'était pas le bon moment? La 4, et si je faisais le mauvais choix? La 5, et si j'étais pas à la hauteur? Et la 6, et si j'arrivais pas à en vivre? Donc, Marie-France, elle nous dit la 1 et la 6 lui parlent. Ouais, c'est très. Qu'est-ce que tu fais comme différence entre la 1 et la 6? En fait, tout dépend où tu en es de ton business. Si tu gagnes déjà 1 million d'euros par mois, il décolle pas plus que ça, peut-être que ça te Ah, gêne ok, pas. ok, ok. Ouais. Après, la préoccupation de: «Et si j'arrivais pas à en vivre?» elle est différente parce qu'on cherche pas forcément une croissance, on veut un chiffre d'affaires qui nous permette de vivre. Mhm. Tu vois? Enfin, moi, je trouve qu'il y a un peu plus de pression sur, «Et si j'arrivais pas à en vivre?» qui Ouais. potentiellement, je vais vous faire tous les scénarios parce que je vous ai dit, je suis super douée moi pour ça, hein. Vive l'anxiété. Potentiellement, je peux me dire: «Si j'arrive pas à en vivre, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve un plan B, donc peut-être je reprenne un job salarié» ou je sais pas quoi, tu vois? Tu peux te faire plein de films à partir de ça. Ouais. «Et si mon business décollait pas?» bah, c'est peut-être que j'ai des projets que je pourrais pas faire. Ouais, 1 million par mois, ça décolle pas mal, ouais. J'ai fait exprès de prendre un truc légèrement excessif. Si mon business décollait pas, c'est peut-être qu'il y a des investissements que je vais pas pouvoir faire, des développements où je voulais peut-être embaucher des gens, avoir des freelances ou déléguer des choses. Peut-être que c'est ça que je vais pas pouvoir faire. L'enjeu, il est pour moi différent entre ça et pouvoir en vivre. Lionel, qu'est-ce qui te parle dans les Moi, c'est 6 le là? 4 si je faisais le mauvais choix. OK, et donc Marie-France nous dit plutôt la 6 avec les explications que j'ai données. Moi aussi. Toi aussi? Est-ce que ça serait OK pour toi, Lionel, qu'on parte sur la 6? Absolument, oui, oui, pas de problème. Sachant que, de toute façon, ce qu'on va faire comme jeu là, le procès de cette croyance, on va dire, tu Mhm. peux l'appliquer aussi, à une autre croyance. Oui, mais il n'y a Le pas de mécanisme, souci. il restera le même. OK? Donc on part sur: «Et si je n'arrivais pas à en vivre?» Je vais me la noter quelque part, histoire de ne pas l'oublier en route. Et donc, le principe du procès, c'est très simple, c'est donc cette préoccupation, on va la passer au banc des accusés. On va pas la juger moralement, mais on va regarder objectivement ce qu'elle dit, sur quoi elle repose et ce qu'elle nous a coûté. Et donc, je vais vous poser quelques questions et je vais vous demander de répondre simplement par des mots-clés ou des choses comme ça que vous pouvez noter sur le workbook ou qu'on peut faire comme on n'est pas très nombreux, on peut le faire comme ça en live si vous voulez. Et la première question, ça va être de se ramener aux faits. Donc essayez de penser, ça peut vous aider à une situation où vous avez eu cette préoccupation. Et si je n'arrivais pas à en vivre de mon business? À l'époque où cette préoccupation était présente, quels étaient les faits avérés? Donc c'est pas les Elle est encore scénarios, c'est présente, pas hein. les hypothèses, c'est juste les faits. Donc on peut parler au présent. Si tu as cette préoccupation en ce moment, oui, je pense qu'on l'a tous, sauf Ouais. Lionel, il est cool. Donc les faits, Marie-France, elle nous dit le manque de clientes et d'élèves. OK, ça c'est factuel. Encore que le manque après, ça peut se discuter de savoir, s'il y a des chiffres derrière, tu vois? Genre il m'en faudrait 10 par mois et j'en ai que 5. OK. Mais tu es pas obligé de détailler. Dans le sens pas assez pour en vivre actuellement. OK. Pareil pour moi.
En fait, c'est pas assez de clients, c'est pas assez de chiffre d'affaires. Oui, parce qu'au final, si tu as un gros client qui te Ouais. fait tout ton chiffre, donc les deux, ben, on peut se noter les deux, hein. Donc, Mhm. pas assez de clients, Non, je pas parlais assez. pour moi, là, évidemment, hein. Oui, oui, mais en fait, ça peut être utile à tout le monde. Pas assez de chiffre d'affaires. Est-ce que l'un va sans l'autre? Ah oui, Tu peux un ne peu. Vas-y, pardon. En fait, tu peux ne pas avoir assez de clients dans le sens où tu as un seul gros client qui te fait tout ton chiffre d'affaires. Tu peux dire: «C'est hyper risqué. Si ce client s'en va, j'ai plus rien». Donc on n'est pas forcément sur la même préoccupation et encore que. Hem, Tu peux avoir plein de clients, mais à qui tu factures peu, donc tu as pas assez de chiffre d'affaires. Et auquel cas, enfin pour moi les 2 sont pas forcément liés. Auquel cas la question ça serait pas de se dire: «Comment je fais pour avoir plus de clients?» c'est plutôt: «Comment je fais pour vendre mes services plus cher?» Tu vois? Pour faire mon chiffre. Donc stratégiquement, on n'est pas là encore une fois pour refaire la stratégie, mais stratégiquement, ça serait pas la même approche entre j'ai pas assez de clients ou j'ai pas assez de chiffre d'affaires. Et ça pourrait même être j'ai pas assez de revenus nets. Et là, tu as encore un autre angle que tu peux prendre, c'est OK, j'ai du chiffre d'affaires, mais j'ai peut-être trop de dépenses. Donc comment je fais pour structurer ça pour dépenser moins? OK? Donc ça, c'est les faits, c'est soit j'ai pas assez de clients, soit j'ai pas assez de chiffre d'affaires. Ensuite, la question numéro 2, c'est le contrôle. Qu'est-ce qui, dans cette situation, est réellement sous ton contrôle? Elle est plus dure celle-là, hein. Lionel, tu peux intervenir, hein, même si, tu te sens moins concerné par cette préoccupation-là. Donc qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle dans cette situation où je me dis: «Et si j'arrivais pas à en vivre?» Ma communication de persuasion. Ouais, c'est sûr que la façon dont je communique, dont je fais en sorte d'être visible, dont je fais connaître mes services, ça, c'est sous mon contrôle. La prospection aussi. Le nombre de Ouais, clients à qui je propose mon offre. ouais, c'est clair que ça, c'est aussi sous mon contrôle. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Bah, comme on le disait, le fixer ses tarifs. Ouais, le prix auquel je vends mes prestations, c'est aussi Mmh. sous mon contrôle. Ouais, et je trouve la diversité des produits aussi. Sans en avoir à l'appel, mais au moins avoir, 2-3 produits à des tarifs différents Mmh mh. et avec une promesse différente. Donc mon portefeuille produit avec potentiellement un produit d'appel, Mmh. un milieu de gamme, un haut de gamme, enfin, des choses comme ça. Ouais. Ça te parle aussi, Marie-France? Lionel aussi? Ta présentation, c'est-à-dire la présentation de ton offre? Ton image, ouais. Ouais, c'est clair. La posture que tu peux avoir, ouais, ouais. Donc ça, c'est tout ce qu'on contrôle. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? Ton message, ouais, un message clair. Donc là, on rejoint un peu la com, mais oui, tout à fait. Donc mon offre, en gros, elle dépend de moi et le nombre de personnes que je vais contacter dépend aussi de moi, directement ou indirectement. Soit je fais beaucoup de com, mais je me rends visible, ou soit je décroche mon téléphone ou j'envoie des mails. En tout cas, je contacte des personnes. OK. C'est bon pour vous pour cette partie-là? La troisième question, c'est le non-contrôle. Donc qu'est-ce qui, au contraire, ne dépend absolument pas de moi?
la crise économique, comme on l'entend beaucoup. Ouais. L'intérêt du client, ouais, c'est sûr. On peut susciter aussi l'intérêt, non? Oui, après, ça va dépendre si tes prospects sont plus ou moins bien qualifiés. Mmh. Mais en tout cas, si on prend l'angle de la communication, par exemple, Mmh. je communique sur les réseaux, ça intéresse personne, ben, je le contrôle pas ça. Mmh mh. Après, ce que je vais pouvoir contrôler, c'est comment j'améliore mon message pour qu'il y ait des mots-clés qui parlent à plus de monde et cetera. Mais je prends un exemple qui va être plus flagrant, l'algorithme de LinkedIn, de Facebook ou d'Instagram, je le contrôle pas. Ouais. Donc je peux essayer de jouer avec les règles du jeu. Après quand ils changent les algos et que d'un coup, je passe de je sais pas combien d'impressions à la moitié ou le tiers, bah, je contrôle pas. Mmh mh. Donc et moi en général, ce que je recommande, c'est de rester sur sa ligne parce que de toute façon l'algorithme, il a changé pour l'instant, puis après ça revient. C'est surtout pas d'essayer de changer à chaque fois qu'il y a une modification d'algorithme. Donc typiquement, qu'est-ce qui est pas sous mon contrôle? Bah, les algorithmes des réseaux sociaux, par exemple, le les finances de mon prospect. Est-ce qu'il a les moyens de se payer mes services ou pas? Ça, c'est pas sous mon contrôle. Mais finalement, l'algorithme, puisqu'on a les règles du jeu, on en a quelque part le contrôle ou pas? Pas vraiment le contrôle, mais On le n'a pas vraiment le contrôle, mais on peut s'adapter un petit peu. c'est ça, Il y a on des peut trucs, moi j'ai vu un rapport, parce qu'il y a un gars qui fait un gros rapport sur l'algo de LinkedIn régulièrement. ouais. Et là, il disait que les vidéos, ça ne marchait plus sur LinkedIn. Donc j'en fais beaucoup, beaucoup moins. Mmh. Je me suis adaptée comme ça. Mais Ouais, ouais. ouais. Après, c'est pas sous notre contrôle, parce que c'est pas toi qui décides quand on le modifie. Sinon, on verrait que tes posts, les miens, ceux de Marie-France et ceux de Lionel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent de ce qu'on ne contrôle pas? Je réfléchis en même temps que vous, hein, j'ai pas forcément les réponses. Hem, ouais, crise économique, tout ce qui est environnement, de toute façon externe, on ne contrôle pas. La situation politique, des fois aussi, et beh, c'est pareil, hein, c'est l'environnement, mais peut avoir des effets selon ce qu'on a comme business et ça, on contrôle pas. Et aussi, si la personne est prête ou pas, en fait. Ouais, Prête, dans le sens, mature, quoi. C'est confiance, bon, c'est ouais, le moment. maturité, Ouais, ouais. ouais. Prête à investir en elle, prête à investir dans notre produit, Mmh mh. est-ce qu'elle voit l'intérêt? Donc Ouais. Ouais et Marie-France nous dit: «Le temps que les gens veulent investir». Ouais, c'est un peu dans la même idée. Ça, on contrôle pas. Que ça soit leurs finances ou leur temps, en fait, on ne contrôle pas leurs priorités. On peut avoir très bien des offres qui répondent exactement aux besoins que nous, on a identifiés chez la personne. Si c'est pas sa priorité, c'est pas sa priorité et ça, on le contrôle absolument pas, quoi. c'est marrant, j'avais quelqu'un, un appel découverte juste avant et c'est exactement le thème. C'est-à-dire que si la personne qui est en face de toi, c'est pas sa priorité et ce que tu lui racontes, ça lui parle pas et qu'il a pas d'urgence, en fait, à t'écouter, Mmh mh. ça va lui glisser dessus, quoi. Tu vas être Ouais, transparente. ouais, c'est ça et en fait, c'est des trucs, ben, c'est valable dans tous les domaines. C'est moi, quand je faisais de la vente, à des laboratoires, j'avais toujours dit à mes commerciaux: «Demandez s'il y a des challenges, s'il y a des choses qui ont changé». Parce que si tout va bien et qu'il y a rien qui pousse au changement, donc qu'est-ce qui peut pousser au changement? J'ai quelqu'un au laboratoire est parti, il faut redévelopper une méthode, ou il y a une nouvelle contrainte réglementaire, donc où il y a un appareil qui a été cassé, qu'on a remplacé, donc il faut mettre à jour des choses. Ça pousse au changement. Si tout va bien, qu'il y a rien qui pousse au changement, il y a aucune raison, à moins d'être maso, que la personne, elle ait envie de changer quelque chose. Donc soit après, bah, si dans ce cas-là, on se retrouve à faire quoi? Une guerre de prix. C'est-à-dire que je vais essayer d'éjecter mon concurrent en vendant moins cher, ce qui est absolument pas intéressant.
parce qu'un jour ou l'autre, quelqu'un d'autre m'éjectera, hein, et bon, moi, c'était pas mon truc. Mais ouais, comme tu dis, s'il y a rien qui pousse au changement, parce que, ouais, peut-être que ce que tu fais, c'est intéressant, peut-être que ça me parle, mais c'est pas ma priorité. Et je pense notamment des fois à des clientes où leur priorité, bah, ça va être plutôt de garder du temps pour des enfants qui sont petits ou de se dire: «Ben non, l'argent, c'est pour les études des enfants» ou je sais pas quoi. Alors qu'est-ce que tu nous dis, Marie-France? «J'ai eu 2 coiffeuses indépendantes venues me trouver pour des infos sur ma formation et d'emblée, avant même mes explications, elles m'ont dit: "Je ne peux pas investir maintenant"». D'accord, mais elles ont quand même fait la démarche de venir te voir. Et ça, clairement, tu contrôles pas le moment où elles vont prendre la décision. Après, le point positif, c'est qu'elles sont venues, donc elles ont investi du temps quand même pour venir te parler. Donc il y a quand même quelque chose. Mais tu sais, des fois, ça transforme, des mois après, quoi. Faut les garder au chaud. Se regarde là. Là-dessus, on a quand même un levier, en fait, comme le coup du cartable avec Lingen, Cécile. Ouais, il faut que je la raconte parce que Marie-France, elle doit pas la connaître, celle-là. Ouais. Quand j'ai pris mon premier coaching, donc ça commence à dater maintenant, heu, avec, Lingen, donc je fais un appel découverte avec lui et puis un deuxième et puis sur le deuxième, je m'étais dit: «Bon, OK, il est gentil, mais je vais lui dire que je me débrouille toute seule» et parce que j'avais mon petit ego qui me disait: «Quand même, tu pourrais te démerder toute seule, hein, avec tout ce que tu as déjà fait dans ta vie, nin hein» et et puis j'avais à l'époque, je me disais: «Mais j'ai pris un ordinateur qui est trop grand». J'ai pris un 17 pouces. Alors certes, c'est confortable, l'écran, il est agréable à travailler même quand j'ai que ça, que j'ai pas les 2 écrans. Mais le cartable que j'avais, il était bah, mon ordi, il rentrait pas dedans. Donc je me dis: «Ouais, il faut que je change d'ordi pour quand je me déplace, que je puisse, facilement le mettre dans mon cartable». Parce que ça va pas. Donc changer d'ordi, ça me faisait chier, c'est encore un budget, tu en as encore pour au moins 1 500 balles, tu vois? Et ouais, donc et je dis ça à Lingen, je dis: «Mais en fait, j'ai pas le budget». Il me fait: «Qu'est-ce que tu as à faire comme dépense?» Je dis: «Bah, il faut que je change mon ordi parce qu'il est trop grand, il rentre pas dans mon cartable, donc quand je me déplace, ça va pas». Il me dit: «Et si tu changeais le cartable?» Ben ouais, et c'est comme ça qu'il m'a eu. Je dis: «Mais bon sang, mais bien sûr». Enfin, qui m'a eu, c'est pas péjoratif, hein. C'est d'un coup, tu dis: «Mais ouais, mais change ta façon de voir les choses». Mais oui, complètement. Je lui ai dit: «Ben» donc je suis allée chez Bureau Vallée, j'ai trouvé un sac à dos qui prenait les ordi 17 pouces, qui m'a coûté 90 € et donc j'ai économisé 1 500 balles. Voilà, que j'ai pu investir dans le coaching. Donc oui, il y a quand même des choses qui sont sous notre contrôle parce qu'on peut faire parler les gens et traiter les objections. On peut aussi, pour la partie financière, proposer des facilités de paiement. Donc ça, on pourrait presque le remettre sur, ce qui est sous mon contrôle. C'est finalement les facilités de paiement que je fais, la façon dont je traite les objections et dont éventuellement, je montre aux personnes un autre angle pour la même situation qui finalement, bah, va faire remonter le niveau de priorité chez elles, quoi. Ouais, merci pour cette remarque. Est-ce que c'est bon pour vous pour ce qu'on contrôle pas? Donc on a dit la crise économique, l'intérêt du client, ses priorités, les algorithmes des réseaux sociaux, les finances du prospect ou le temps qu'il est prêt à investir et est-ce que lui-même il est prêt, il est mûr pour acheter, ce qu'on propose? Vous voyez autre chose? La peur de pousser à acheter me freine dans ces moments-là. Ouais, je comprends. J'ai eu la même pendant longtemps et en fait, ce qui m'a aidée parce que moi j'avais peur de manipuler, j'avais peur tu vois, derrière tu te dis: «Ouais, je force un peu» entre guillemets et si après la personne est pas contente, oh, tu vois, pour moi c'était dramatique, c'est là, tu es un arnaqueur, nanana. Hem, c'est un peu comme tout à l'heure quand je disais, quand ton téléphone sonne, c'est toi qui décides si tu décroches ou pas et si tu es pas dispo, c'est ta responsabilité de pas décrocher. Tu vas donner des éléments, tu vas montrer la situation sous un autre angle, tu vas proposer des facilités de paiement. N'enlève pas le libre arbitre de la personne que tu as en face. C'est une adulte qui est capable de prendre des décisions
Donc à aucun moment tu la forces, si tu lui as pas mis, un couteau sous la gorge ou un flingue sur la tempe, a priori tu l'as pas poussée à acheter. Tu lui as donné des arguments qui lui ont permis de prendre une décision qui était pas celle qu'elle avait prise au départ. Moi, je considère pas, dans l'histoire que j'ai racontée, que Lingen m'a poussée à acheter. Il t'aide en fait, il t'apporte des solutions. Il m'a aidée. Il m'a aidée parce que franchement, ça aurait été dommage que je le fasse pas ce coaching parce qu'il m'a fait gagner beaucoup de temps. Il t'a aidé à t'autoriser. Oui et puis à sortir de ma boucle comme quoi il fallait que je change d'ordinateur, ce qui était complètement ridicule. Il était tout neuf en plus. Donc tu vois, c'est, ouais, changer d'angle d'observation et surtout rendre le libre arbitre, rendre le pouvoir à l'autre aussi. C'est la personne qui est en face qui décide, à aucun moment tu la forces, sauf si tu la menaces. Mais c'est que je sais où tu habites, hein? Donc voilà, ça peut t'aider à chaque fois de te rappeler que non, en fait, tu repenseras à mon sac à dos et tu te diras: «Non, je suis peut-être en train d'aider quelqu'un à prendre la bonne décision pour elle, mais en aucun cas je la force» et après tu peux aussi laisser de toute façon c'est contractuel, il y a une garantie de 14 jours ou si la personne change d'avis dans les 2 semaines qui suivent, tu la rembourses et puis c'est tout. Tu vois? Ce qui permet aussi de se couvrir par rapport à cette crainte-là éventuellement. On passe à la question 4, ça vous va? Donc là, il s'agit du coût énergétique. Donc on a pris un peu de recul. Quand on a cette préoccupation, donc et si je n'arrivais pas à en vivre, qu'est-ce que ça nous coûte? En énergie, en présence, en sérénité, parfois même en plaisir à faire ce qu'on fait. Bah, ça nous coûte du stress, Ouais, carrément, ouais. de la démotivation, ouais, perte Perte d'énergie. d'énergie, fatigue mentale, c'est ça et puis, perte d'énergie, c'est clair, quoi et de temps aussi parce que le temps que je passe à me poser la question de: «Est-ce que je vais arriver à en vivre?» bah, pendant ce temps, je suis pas en train de prospecter, des nouveaux clients. Des peurs imaginées, ouais, c'est clair. Ouais. Et ça peut même mener à une perte d'estime de soi à force de se poser cette question-là, plutôt que de passer à l'action et de Ouais, diminution de soi, elle disait Marie-France aussi, oui et puis à force d'être dans ce scénario où ça marche pas, il y a le côté autoprophétique aussi, c'est: «Bah, oui, ça marche pas, quoi». Je passe mon temps à me dire que ça va pas marcher, bah, ouais, il y a des chances que ça marche pas. ça j'adore, il y a une phrase qui est, en général on dit, «Je crois que ce que je vois, mais en fait je ne vois que ce que je crois». Ouais, c'est clair. Tellement puissant ça, c'est Ouais, vrai, hein. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr, quoi. Mmh et OK. Est-ce que vous voyez d'autres choses sur ce que ça coûte? Ce qui est déjà pas mal, hein. Ça peut coûter la réussite du projet en lui-même, hein. Mmh et donc la question 5, c'est la réalité. Donc aujourd'hui, quand tu regardes comment les choses se alors là, on imagine que c'est une préoccupation qu'on a eue dans le passé. Comment les choses se sont réellement passées? Est-ce que finalement c'était moins grave que prévu? C'était différent? Ou est-ce que la situation préoccupante n'a jamais eu lieu? Si je reprends, mon histoire du coaching avec Lingen, ben, finalement, ça s'est passé différemment et j'ai jamais eu à changer mon ordinateur. Donc je me suis quand même pris la tête pendant un moment avec cette histoire, pour rien. Et Marie-France dit: «Elle a eu lieu, mais pas aussi dramatique qu'imaginé». Ouais. Moi, je peux dire aussi que peut-être mon chiffre d'affaires, il est pas à la hauteur de ce que j'avais mis dans mon tableau, mais est-ce que je me suis donné les moyens d'atteindre ce que j'avais mis dans les tableaux? Je suis pas sûre et finalement, bon, bah, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Et après, il y a toujours d'autres options, en fait. Il y a pas qu'une seule voie. C'est-à-dire si ça marche pas, j'ai d'autres, options à m'apporter, de retourner en corporate, de faire des missions, de bosser pour quelqu'un d'autre, enfin Ouais. Oui, on peut aussi diversifier, on a la mmh. capacité à s'adapter à l'environnement Mmh et mh. je me rappelle d'une discussion que j'avais eue dans un autre coaching avec, Marélie, une collègue qui disait: «Il y a pas de honte à un moment à prendre une mission de freelance et à travailler pour quelqu'un d'autre juste parce qu'on a besoin d'un peu d'argent, quoi». Donc ça, c'est aussi quelque chose à remettre dans le champ des possibles éventuellement.
Marie-France dit: «J'ai conscience que je pourrais faire plus». Moi aussi, j'ai conscience que je pourrais faire plus. Après, je me dis: «Si je le fais pas, c'est peut-être que j'en ai pas envie». Donc finalement, voilà, est-ce que j'ai vraiment peur de pas en vivre de mon truc? Je suis pas sûre, quoi, parce que sinon je me bougerais un peu plus. C'est difficile de faire la part des choses entre les fausses excuses qu'on se trouve et les vraies raisons qu'il peut y avoir à faire ça. Et tu dis: «Il y a une raison, c'est sûr». Ouais, il y a une raison et ouais, mais donc oui, il y a d'autres options aussi. Donc finalement, si la préoccupation de départ est si j'arrivais pas à en vivre de mon business, mais peut-être que je peux vivre de mon business plus un petit truc à côté, le temps qu'il faut. Puis peut-être qu'après, la situation va changer. Comme il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, faut aussi arriver à être flexible sur, la façon dont on répond à ces éléments qu'on ne contrôle pas. Est-ce que ça fait avancer un peu le schmilblick là, ou si on devait donner un verdict à la lumière de tout ce qu'on a dit sur cette préoccupation, est-ce que ouais, faut lui donner un verdict. Soit on va la relaxer pour anticipation excessive, ou on la classe sans suite pour gaspillage énergétique prématuré. Et en fait, ça veut pas dire que cette préoccupation, elle est stupide ou qu'elle est pas fondée. Verdict de Marie-France: lâchez cette branche pourrie. Allez. C'est juste que cette préoccupation, elle a pris trop de place, trop tôt, par rapport à ce qu'elle méritait réellement. Ça veut Mais pas elle est dire qu'il faut pas légitime. se la poser cette question. Ouais, elle est légitime. Elle est légitime, mais à quel moment je me la pose? Mmh. C'est énergivore, ouais, c'est clair. Moi, je pense qu'on a tendance à se la poser beaucoup trop tôt, avant d'avoir agi sur ce qu'on pouvait contrôler et peut-être des fois avant qu'elle ait à être posée tout simplement, quoi. On se la pose quand on a peur, ouais, et on a Mais peur pourquoi? Parce qu'on se projette dans l'avenir, au lieu peut-être d'être qu'à un moment ici. donné, c'est intéressant aussi de se la poser justement pour mettre en place les moyens pour pas que ça arrive en fait et activer ce que tu disais Cécile, de vraiment mettre tous les moyens à notre disposition, en œuvre pour pas que ça se passe. Donc peut-être que finalement elle est super cette interrogation, cette préoccupation, si elle est, limitée on va dire, si elle est, Si elle est choisie, quoi, ouais ou si elle est frame, tu vois? Si elle est, si cadrée. elle déborde pas en fait. Et Marie-France dit: «L'importance de voir d'où part cette question». Ouais. Est-ce que c'est juste parce que j'ai peur ou est-ce que je me fais un petit challenge? Bah, ça, c'est des trucs que moi j'ai eu fait en entreprise. On avait, un gros client, notre plus gros client à l'époque, c'était Sanofi et on s'était dit: «Qu'est-ce qui se passe?» On avait appelé ça K 2007, donc ça doit dater de 2006. Qu'est-ce qui se passe si le médicament que Sanofi doit mettre sur le marché, l'année prochaine se casse la gueule? Finalement, il y a pas d'autorisation de mise sur le marché, donc gros manque à gagner. Si, je sais plus ce qu'il y avait, c'était vraiment le scénario catastrophe, dans l'idée de voir quel est notre potentiel de résilience, comment est-ce qu'on rebondit par rapport à ça, où est-ce qu'on peut aller chercher du chiffre? Et après on revient en se disant: «OK, probablement que ça ne va pas arriver». Il se trouve qu'il y avait une partie des choses qu'on avait travaillées qui étaient arrivées, mais je sais plus lesquelles, mais bon. Mais quoi qu'il en soit, rien ne nous empêche d'aller chercher du chiffre là où on a dit qu'on pouvait y aller de manière alternative. Et ben, on va faire les 2. Donc on continue à bosser avec Sanofi et on va chercher le chiffre ailleurs. Et dans ce contexte-là, ouais, c'est hyper intéressant. Et donc savoir d'où part cette question, si elle vient de notre peur ou d'un besoin de faire le bilan, c'est exactement ça. Et quand ça vient de ma peur, c'est pas forcément, constructif parce que je suis pas dans l'état d'esprit où je vais être capable d'être très, factuelle. Si ça vous arrive, vous pouvez vous remettre ces questions, refaire le procès là, pour vous remettre un petit peu dedans, plus factuel. Et là, on fait le bilan et on se rend compte qu'on a beaucoup plus de ressources que ce qu'on croit. Est-ce que ça vous parle cet exercice qu'on a fait? On va passer à la suite et là, je vais vous parler un peu de Reiki. Pourquoi? Parce qu'en Reiki, on a des idéaux. Donc le Reiki, c'est une méthode énergétique de bien-être et de relaxation qui vient du Japon, mais qui a quand même pas mal voyagé, qui s'est très occidentalisée. Mais on en a gardé
les idéaux du Reiki, qui sont des principes de vie, qui font la moitié de l'enseignement, en fait. Il y a la partie énergétique, mais ça, c'est vraiment la partie qui fait que l'énergie que je vais pouvoir me donner ou donner à quelqu'un, elle va être intéressante et elle va avoir des effets parce que c'est un mode de vie, finalement. C'est une façon de penser qu'on change petit à petit. Ces idéaux du Reiki, il y en a 5 et il y en a un qui dit, et c'est pas une injonction, c'est plus, faut le prendre comme une invitation à faire de son mieux. Il dit: «Juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation». Ce qui est important dans la phrase, c'est le juste pour aujourd'hui. C'est la traduction qui a été faite en français, sachant qu'en japonais, c'est beaucoup plus directif et ça ressemble beaucoup plus à une injonction, mais la culture japonaise est OK avec ça. C'est quelque chose qu'ils comprennent sans le prendre mal. Donc, nous, si on avait dit, «Arrête de te préoccuper», ça passait un peu moins bien. Donc et puis cette notion de juste pour aujourd'hui, elle est hyper intéressante parce que ça veut dire: «Je fais de mon mieux chaque jour» et s'il y a un jour sans, il y a un jour sans et c'est pas grave. Et donc dans l'idée, ce juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Je vais essayer d'analyser comme je voulais, montrer dans ce qu'on a fait précédemment. Analyser mes situations, me demander: «Est-ce que je suis en train de mettre de l'énergie sur quelque chose que je contrôle ou pas? Est-ce que c'est le bon moment pour mettre de l'énergie là-dessus, oui ou non? Et quel est mon but finalement? Est-ce que je me laisse polluer par quelque chose ou est-ce que je peux faire un travail constructif à partir de cette préoccupation?» Comme on l'a vu là. Et c'est ça le but en fait, c'est arrêter de s'occuper des choses trop tôt. Et il y a un exemple que je prends quand je fais les formations Reiki degré 1, puisqu'on passe pas mal de temps sur ces idéaux. Je prends l'exemple de ma sœur et elle m'en veut pas, elle a pas de copyright ni rien, je peux reprendre cette situation, mais quand mon neveu était en première, donc il fallait qu'il choisisse une orientation et il avait pris une option cinéma et il avait très envie de faire une école de cinéma et donc ma sœur commence à regarder, ma sœur et mon beau-frère, hein, c'est tous les 2, c'est pas que ma sœur, hein. Ils commencent à regarder les parents, ouais, les écoles de cinéma, elles sont où? Et ça coûte combien? Et qu'est-ce qu'il faut comme dossier pour y rentrer? Et puis ils commencent à mettre la pression aux gamins en disant: «Ouais, faut que tu aies des meilleures notes, tu seras jamais pris dans les écoles de cinéma». Donc ils le font bosser tous les week-ends, enfin, le pauvre, ça me faisait de la peine. Et donc il passe en terminale. En terminale, il a toujours en tête l'école de cinéma. Et puis, il y a des journées portes ouvertes. Je crois que c'était au premier trimestre, journées portes ouvertes dans les écoles de cinéma. Donc il va avec ses parents, visiter 2 écoles de cinéma et là, il se rend compte de ce que c'est concrètement l'école, mais aussi vers quel type de métier ça mène. Et il revient en disant: «Bah, je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça parce que finalement, c'est des métiers moi, ce que je veux faire, c'est être réalisateur et on l'apprend pas à l'école. Donc ça m'intéresse pas de faire cette école pour être technicien en son, en lumière ou machin, c'est pas mon truc». Voilà. La morale de l'histoire, ils se sont pris le chou pendant des mois à lui mettre la pression pour les notes, à se dire: «Ouais, mais attends, l'école de cinéma, elle est hyper chère, puis tu as vu dans les villes où c'est, il faudra un loyer qui coûte cher aussi, nanana». Donc à essayer d'anticiper comment on va payer l'école de cinéma pour que finalement les gamins ils disent: «Beh, je veux pas faire ça». Voilà. C'est ça la préoccupation, c'est s'occuper trop tôt de quelque chose et donc on y met de l'énergie, la nôtre, et puis on fait perdre de l'énergie à la personne dont on se préoccupe aussi. Ouais, c'est ça, c'est quelle pression? Pression pour le gamin, pression pour les parents, de se dire: «Est-ce qu'on aura les moyens de financer l'école de cinéma?» Donc voilà, j'aime bien cet exemple parce que c'est vraiment la vie, de tous les jours et ça montre comment finalement on a tendance à se préoccuper beaucoup trop, donc à s'occuper trop tôt. Et donc l'appel de cet idéal, juste pour aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation, c'est de faire de son mieux pour s'occuper des choses quand elles se présentent à nous, sans les anticiper. Et ça demande une grande confiance à la vie et je suis pas en train de dire que je suis spécialiste de ça. L'éternel instant présent, c'est exactement ça, c'est le carpe diem. Finalement, je m'occupe de mon instant présent, c'est ce que je contrôle, c'est ce sur quoi je peux agir et le reste, on verra. C'est certainement ce qui est le plus dur à faire dans la vie, on va pas se le cacher. Mais c'est là où le juste pour aujourd'hui, il est intéressant parce qu'il met moins de pression.
C'est juste pour aujourd'hui, je fais de mon mieux pour ça. Et puis demain est un autre jour. Et là, on reste encore dans l'instant présent. Et je trouve, cette façon de tourner les choses, je la trouve hyper, rassurante et elle met moins la pression que de se dire, «Bah, voilà, faut arrêter maintenant, faut lâcher prise, hein». Est-ce que ça vous parle? Ouais? Ouais, complètement, ouais. Moi, ça me rappelle quand on est partis en Malaisie, heu, on se crêpait le chignon avec mon mari parce qu'il me disait: «Oui, on fait 3 ans en Malaisie, puis après on va en Chine» et moi j'ai dit: «No way, moi je signe pour 3 ans, mais pas pour 5 ans ou 10 ans, en Asie», et en fait, on s'est crêpé le chignon. On a dû même, travailler avec une psychothérapeute pour arriver à pouvoir partir et être sur un commun accord Ouais. et en fait, on est resté 1 an et demi. Lui qui voulait partir plus de 5 ans, finalement, c'est lui qui a activé pour qu'au bout d'1 an et demi, on rentre. Ouais. Donc c'est encore une fois, c'est vraiment, alors j'ai une expression qui est mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est un peu ça, tu vois? Ouais, 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 c'est ça. J'ai une Et c'est question. pas facile parce que tout nous pousse finalement à anticiper dans la société dans laquelle on vit, hein. On est sans arrêt en train de te dire: «Mais pense à ta retraite, comment tu vas financer?» Et puis il faut s'assurer au cas où il t'arriverait quelque chose. Donc de toute façon, on est conditionné pour ça, hein. Donc ça demande forcément un effort de sortir de ces automatismes, quoi. Cécile, j'ai une question, je suis désolée de te poser ça maintenant. Vas-y. C'est ma première fois pour l'atelier. Ouais. Ça dure 1 heure ou 1 heure et demie? Ça dure 2 heures. Mais comme on n'est pas nombreux, peut-être qu'on Waouh! va finir plus tôt. Ah oui, parce que moi, j'avais pas prévu du tout ça, tu m'en as parlé tout à l'heure et du coup, Tu dois partir à quelle heure? dans un quart d'heure? D'accord. Bon, on n'aura pas Ouais, fini dans un quart d'heure, mais on va avancer comme on peut. ouais, ouais, merci. Et comme dit Marie-France, ouais, il peut se passer tellement de choses que, ouais, c'est pas la peine de faire des plans. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire passer en 15 minutes. J'aurai le replay. Oui, donc l'exercice que je vous propose maintenant, il est page 5. C'est de noter la préoccupation qui vous occupe en ce moment ou une que vous avez reconnue comme énergivore aujourd'hui et de répondre à ces questions. Qu'est-ce qui est là maintenant qui dépend réellement de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi aujourd'hui, même si on est d'accord que j'aimerais que ce soit le cas, mais ça ne l'est pas. Donc je vous laisse faire cette première partie. Qu'est-ce qui donc déjà identifier une préoccupation et vous pouvez rester sur la même si c'est pertinent pour vous. Qu'est-ce qui dépend de moi tout de suite maintenant, réellement? Et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Est-ce que vous avez répondu aux 2 questions ou est-ce qu'il y a besoin d'un petit peu plus de temps? C'est bon pour ma référence pour les 2. Donc tu en es à la deuxième.
Et mettre de la musique, mais ça me fout le bazar. Désolée, il n'y aura pas de musique. Bah si, peut-être que je peux. Bon, non, il veut pas, le Spotify. Allez, c'est pas grave. Je vous laisse seul avec vos pensées. Une fois que vous avez répondu aux 2 questions, ce que je vous propose, c'est de s'écrire une petite phrase. C'est un peu, sous forme de mantra, hein, c'est pour fixer les idées là-dessus. Juste pour aujourd'hui, je me libère de la préoccupation liée à ce que vous avez choisi, donc liée au fait que je n'arriverai pas à vivre de mon activité, par exemple, parce que je n'ai pas à y mettre mon énergie maintenant. Donc Marie-France, tu nous dis: «Toujours cette crainte de ne pas pouvoir vivre de mon outil professionnel. Je mets en place plus de choses concrètes pour y arriver par des organisations de conférences, de messages clairs, de prospection. Je n'ai pas le contrôle sur les besoins de mes prospects au moment où moi je le voudrais. Je ne contrôle pas leur propre peur d'investir dans mon accompagnement. J'aimerais être capable de les rassurer sur l'utilité de ma formation.» Et ça peut être sous ton contrôle. C'est-à-dire comment est-ce que je montre, et je sais que tu le fais déjà, hein, mais il faut se laisser du temps aussi pour que le message il arrive aux bonnes oreilles. Mais comment je montre la transformation, comment voilà, je fais témoigner des gens, comment moi je témoigne, et c'est ce que tu fais déjà, de ma propre transformation grâce à ça. Enfin, et puis après, il faut répéter, répéter, répéter. Et éventuellement, après, essayer de voir la situation sous un autre angle, c'est qu'est-ce que je peux faire différemment dans mon approche pour trouver des prospects qualifiés. Juste pour aujourd'hui, je me libère de la préoccupation liée à cette peur de ne pas vivre financièrement parce que je n'ai pas à y mettre mon énergie maintenant. Très bien. Sur l'aspect financier, je vais vous partager quelque chose qui moi, a mis 1 an à arriver à mon cerveau, que mon maître Reiki m'avait dit il y a, ouais, plus d'1 an maintenant. On avait une discussion sur l'abondance financière et à un moment, il me dit: «Mais pourquoi est-ce que vous voulez toujours que l'abondance financière soit reliée au travail?» Et franchement, il me dit ça, je ne comprends pas. Comprends pas. Pendant des mois, je me comprends pas. Je comprends pas. Et d'un coup, mais je t'en avais parlé, Hello, je pense. D'un coup, je me dis oui, je me rappelle que je t'en ai parlé. D'un coup, je me dis: «Mais en fait, ouais, il a raison. J'ai déjà un patrimoine. Je peux peut-être le faire fructifier. Je peux, voilà, peut-être, gérer l'argent que j'ai déjà ou les investissements que j'ai pu faire avant, les gérer autrement et finalement, m'enlever de la pression financière sur le travail parce que j'ai des revenus passifs en quelque sorte, parce que mon patrimoine peut travailler pour moi.» Et donc c'est une autre façon de voir les choses. Là, j'ai compris ce qu'il voulait dire et c'est pas évident comme travail, mais voilà, c'est une option aussi. Donc Marie-France, tu nous disais: «Personnellement, aujourd'hui, je m'amuse beaucoup à transmettre mes messages pro, car ils viennent spontanément.
Et cet amusement m'éloigne de mes craintes. Mais c'est clair, de toute façon, là où il y a de la joie, il y a pas de peur. Et je pense que c'est un bon guide, l'énergie de la joie. Est-ce que Finalement, la c'est peur aussi. la peur aussi parfois? Parce que la peur, parfois, elle est là pour me dire: «Tu es sur le bon chemin et même si tu le connais pas, faut que tu y ailles». Ouais. C'est après, faut faire la différence entre la peur qui est comme ça, qui vient me titiller parce que je vais sortir de ma zone de confort et celle qui me paralyse, qui me bouffe toute mon énergie parce que je m'occupe, à penser à des choses sur lesquelles je peux rien changer, quoi. C'est pas toujours évident de reconnaître, mais en fait, quand il y a des pensées qui tournent en boucle, on commence à voir, de quoi il s'agit, quoi. Est-ce que c'est bon pour vous pour cette partie-là? Ouais, OK. Donc dans la quatrième partie, je vous propose de tester une harmonisation énergétique avec le Jin Shin Jutsu que j'ai découvert il y a pas très longtemps. C'est super intéressant, c'est aussi une pratique japonaise. Là, on parle d'harmonisation énergétique. L'avantage, c'est qu'il y a pas besoin d'être initié parce qu'au Reiki, il faut être initié pour arriver à capter les fréquences de l'énergie universelle qu'on veut prendre ou transmettre. Là, il s'agit de faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous et c'est ça qui est intéressant, n'importe qui peut le faire. Le principe, c'est on va imaginer que, heu, nos mains, c'est un peu comme les câbles plus et moins quand on cherche à recharger une batterie, quoi. Et une main et l'autre, bah, entre les 2, on fait circuler l'énergie et c'est ça qui est intéressant. Et donc on va pouvoir faire circuler l'énergie là où elle est figée en nous et c'est accessible à tous. Et donc je vais attendre que Marie-France revienne et Lionel aussi et on va se faire une petite pratique. Donc Lionel vient de m'informer qu'on n'avait plus de gaz, donc je pense qu'il va partir acheter une bouteille de gaz. Donc on va faire la pratique sans lui, c'est pas grave. Donc dans cette, il y a plein de choses, hein, dans cette, méthode, mais ce que j'ai choisi de vous montrer, c'était quelque chose qui se fait avec les sur les doigts, parce que c'est facile, on peut le faire n'importe quand, n'importe où et c'est assez discret. Donc l'idée, le principe, c'est que chaque doigt correspond à une émotion dominante et à 2 organes. Peut-être c'est des trucs que tu connais déjà toi, Marie-France, tu me diras. Et donc là, on va s'intéresser, nous, au pouce, qui est le siège de l'émotion inquiétude. Ouais, les pouces et qui va être en lien avec la rate et l'estomac. Et donc comment est-ce qu'on va harmoniser? Et ben, en fait, je peux tenir mon pouce droit avec la main gauche et on parle de tenir, hein, c'est-à-dire que je suis pas en train de le serrer comme une malade, c'est juste tenir. Ou je peux tenir le pouce gauche avec la main droite et ça, je vais le faire 3 minutes. Et le ça peut être un peu moins, mais le principe, c'est de tenir jusqu'à ce que je sente le pouls dans ma main. À un moment, je vais sentir battre, mon cœur, en fait, dans la main et là, c'est que l'énergie passe. Donc on peut fermer les yeux pour mieux sentir, mais ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne un peu de temps pour le faire.
Est-ce que vous sentez un peu l'énergie circuler ou ce pouls qui s'harmonise? Donc ça, c'est signe que l'énergie circule. Et donc là, sur le pouce, on est sur l'inquiétude. C'est discret, hein, si je fais ça, sans le montrer là, je vous le montre à la caméra, mais si je fais ça alors que j'ai les mains sur moi, personne s'en rend compte. Donc c'est des petits trucs que j'ai trouvé super intéressants et donc ouais, à se rappeler que j'ai la capacité à faire circuler l'énergie entre mes 2 mains. Comme je disais, un peu comme les câbles, rouges et noirs là, quand on cherche à recharger la batterie d'une voiture. Ben, mes 2 mains, c'est les 2 câbles, quoi. Donc si je pose mes 2 mains entre là et là, je fais circuler l'énergie entre les 2. Et puis après, toi, Marie-France, qui connaît bien les méridiens et tout ça, tu vas pouvoir aussi faire circuler sur les méridiens. Donc c'est hyper utile et après tu te dis: «On a tous ce pouvoir-là», c'est quand même génial, quoi. Est-ce que vous avez des commentaires? Tu dois y aller, Hello? OK, merci d'être passée. Merci à toi. Merci beaucoup pour cette analyse hyper intéressante de décortiquer, en fait, on pense pas forcément à avoir cette idée finalement, ce réflexe d'aller décortiquer, Mmh mh. certaines de nos pensées, quoi. Ouais. Et puis surtout là, ce petit tip-là, je l'avais pas celui-là. Merci beaucoup Cécile. À Bye. bientôt. Bye. Donc nous, on va continuer avec la 5e et je crois que c'est la dernière partie. L'objectif, c'est d'utiliser la sérénité comme boussole pour 2026, donc pour l'année prochaine. C'est comment j'ai envie de rentrer dans 2026. On va essayer de donner une direction à cette année en répondant à 3 questions. Puisqu'on a vu on a observé nos préoccupations, on a vu et on a compris que certaines nous prenaient de l'énergie trop tôt et on a expérimenté qu'on pouvait aussi relâcher la pression à la fois mentalement et énergétiquement. Et donc à partir de là, on va dire que tout est possible. Donc page 7 du workbook, et là je te propose 3 questions. Et donc la numéro 1, et on peut le faire ensemble si tu veux, c'est en regardant ton année 2025, qu'est-ce qu'elle t'a appris sur ta manière de te préoccuper? Dans le sens où, hem, peut-être que tu t'es rendu compte et tu l'as dit dans le chat, je crois tout à l'heure, que des fois tu avais mis de l'énergie sur des choses et ça s'est pas du tout passé comme tu pensais que ça allait se passer. Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages? Tu parlais tout à l'heure, ouais, de la peur de déplaire dont on avait parlé, dans Impact stratégique et que ça commençait à partir. Tu as appris à relativiser beaucoup sur l'importance que tu donnais aux situations. Ouais. Mmh mh. Et ça, c'est quelque chose qui est sous notre contrôle aussi, le poids qu'on donne aux choses. Depuis peu, j'ai appris surtout à me prioriser de plus en plus. Ouais, moi aussi et finalement, c'est pas plus mal. M'écouter dans ce que je veux transmettre, ouais. Être plus clair dans mes messages et c'est moins terrifiant qu'avant. Bah, c'est bien ça. Il y en a eu un paquet d'apprentissages quand même là. Ouais. Mmh mh. C'est, c'est toujours intéressant de se poser ces questions parce que c'est comme ça qu'on avance et là, d'un coup, la préoccupation, bah, elle est pas inutile puisque finalement elle a appris des choses. Le côté familial aide également à se remettre au cœur de ma vie. Mmh mh. Ouais, tout à fait. C'est encore une question de priorité. Si je me mets bien au clair sur quelles sont mes priorités, bah, ça va m'aider à relativiser pas mal de choses aussi. OK. La question numéro 2, c'est quels signaux pourraient t'alerter à l'avenir que tu es en train de mettre trop d'énergie, trop tôt, sur quelque chose que tu ne contrôles pas?
ton degré de stress. Mes questionnements à me remettre en question. Ok, on va dire, ta propension à te remettre en question peut-être? Ou la facilité avec laquelle tu te remets en question? Juger mon outil alors que j'y crois. Ouais, c'est pas évident et des fois, là, je partage plus mon expérience perso par rapport à la posturologie. Des fois, je pense qu'on est un peu en avance sur ce que les gens sont prêts à comprendre, tu vois? Et il y a ce côté-là où tu te dis: «Ouais, bon, bah». Moi, il y a eu un moment et d'ailleurs, j'ai décidé de moins investir de temps et d'énergie dans la posturo, donc de réduire le nombre de jours où je fais ça, parce que je sentais que ça m'affectait le fait que, en fait, c'est un protocole où il faut être rigoureux. Donc tu as des mouvements à faire, c'est que 5 minutes, mais il faut les faire tous les jours. C'est comme ça que tu crées des nouveaux chemins neuronaux. Il y a des semelles de reprogrammation posturale à porter, mais il faut les porter aussi tous les jours, tu vois? Et quand les gens disent: «Ah ouais, ben non, là, j'ai arrêté», mais comment veux-tu que ça marche? Et tu vois? Et en fait, c'est le genre de choses où tu te dis: «Ouais, les gens sont peut-être pas prêts» et moi, ça m'agace, donc je dis: «Bah, je mets moins d'énergie et puis j'y reviendrai si un jour, je sens que les gens sont plus prêts». Mais on peut avoir tendance à se dire je pourrais avoir tendance à me dire: «Ben, ouais, en fait, la posturo, ça sert à rien». C'est pas que ça sert à rien, c'est que les gens sont pas forcément prêts et c'est aussi à moi d'être de plus en plus claire sur les implications qu'il y a à démarrer un processus de reprogrammation posturale. Et donc ça revient à ce que tu disais, c'est juger l'outil. Ouais, on pourrait rapidement dire: «Bah, non, ça sert à rien». Si, c'est génial, mais par contre, est-ce que je parle aux bonnes personnes? C'est on revient toujours à la même chose. Mmh et est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui va comprendre la subtilité, l'essence de et la transformation que tu peux obtenir? Est-ce que, j'ai en face de moi quelqu'un qui va en faire une priorité? C'est toutes ces questions-là. Et qui n'a rien à voir avec ton outil, ton protocole ou ce que tu fais, quoi. Suite aux demandes d'infos que j'ai eues, cela m'a confortée dans mon message. Ouais, de toute façon, alors c'est bien, j'avais dit que c'était pas un coaching individuel, mais comme tu t'es retrouvée toute seule, hein. Ce qui est c'est toujours intéressant d'avoir des discussions avec des prospects, même s'ils n'achètent pas, parce que justement, tu t'entraînes et ton message, il est de plus en plus fluide. Les objections, tu vas pouvoir un peu mieux les gérer parce que tu sais ce que les gens sont capables de te dire et tu auras des réponses. Et tu vas même après tourner le message et ça fera en sorte qu'il y aura plus cette objection-là, parce que tu l'auras traité en avance, en fait, dans ta façon de parler de ton offre et donc c'est toujours intéressant de toute façon d'avoir des discussions pour ça. Je m'en suis rendu compte, mon message s'est éclairci, ouais. Pour ça, pour être de plus en plus clair dans ce qu'on a proposé et aussi parce que la base de la vente, c'est une relation qui s'établit et une relation, ça s'établit avec une connexion qui se fait par la discussion. C'est on a beau faire l'apologie de la vente passive, des gens qui cliquent sur internet ou dans ce qu'on vend, toi et moi, il y a un aspect humain, exactement comme tu dis, de la confiance. Cette confiance, elle s'établit que si on a des discussions. Tu vas pas dans ton cas, finalement, on peut dire, c'est un peu comme si le coiffeur ou la coiffeuse qui venait chez toi, elle te confiait sa carrière parce qu'il y a un avant et un après. Il y a une pratique avant, une pratique après. Tu confies pas ça, c'est important, tu confies pas ça à quelqu'un que tu connais pas. Enfin, ça pourrait arriver, mais globalement, les gens ont plutôt besoin de vérifier, d'établir que: «Ouais, j'ai bien confiance» et plutôt 2 fois qu'une, quoi. Donc la discussion, elle est toujours intéressante pour ces 2 points. Mon message va être de plus en plus clair parce que je me suis entraînée et en plus, j'ai connecté avec des gens, j'ai établi des relations et après j'entretiens ces relations et un jour ou l'autre, peut-être que ces gens-là deviendront mes clients.
toute personne qui demande de l'info, je propose une visio. Ouais, c'est bien. Tu vois, moi, c'est un truc que je fais moins parce que la visio me prend de l'énergie. Et après, c'est à moi de travailler sur mon énergie pour me dire, allez, tu pourrais fais l'effort de faire une visio. Ça peut être plus sympa pour des appels découvertes que le téléphone. Il faut trouver son équilibre, quoi. C'est trop réducteur par écrit, ouais, c'est clair. Par écrit, tu te rends compte que les gens interprètent ce qu'ils veulent, donc tu as tout intérêt à les avoir, et la visio, c'est vrai que pour ça, elle est intéressante parce que tu as le non-verbal aussi, donc tu vas pouvoir décrypter des choses et puis capter des trucs que tu capterais pas juste au téléphone. Mmh. Ouais, très bien. Question numéro 3. Si la sérénité devenait un critère de décision en 2026, alors pas le seul critère, mais un vrai critère, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je serais plus en confiance et me poserais moins de questions. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Genre, tu as un plan et tu le suis au moins pendant quelques semaines ou mois et puis avant de te dire: «Oh, peut-être qu'il faut changer quelque chose». Ouais. C'est souvent, en fait, on a besoin aussi de constance, on a besoin de régularité avant d'avoir des résultats et comme on est dans la préoccupation ou la peur ou les 2, ben, on se dit: «Ouais, non, ça marche pas, faut changer» et finalement, c'est quand on change trop qu'on n'a pas le temps d'installer quelque chose, quoi. Alors moi, il y a un truc qu'on m'avait dit qui m'a fait du bien de réfléchir à ça, c'est on tire pas sur les fleurs pour les faire pousser. Donc tu plantes des graines, ben, laisse-leur le temps de germer, tu vois? Ouais et souvent on est trop pressé, quoi, d'avoir des résultats et donc on se dit: «Ouais, ben, ça marche pas» et après c'est dans ton business, essayer d'identifier, est-ce qu'il y a des leviers d'action qui peuvent être plus rapides? Donc c'est là où on revient à ces histoires d'avoir plusieurs produits, tu vois? Des choses peut-être des produits d'appel, des choses où tu peux faire une petite promo, tu vois? Quelque chose où c'est pas gênant d'aller chercher du volume sur quelque chose qui est pas cher, où les gens vont s'engager plus facilement. Et ça peut être des leviers où d'un coup, bah, tu as besoin d'un peu de trésor, tu vas actionner ce levier-là et tu fais une promo pendant 3 jours et voilà et tu fais un peu de chiffre avec ça. Et à côté, tu as tes produits premium où là, il est hors de question de faire une promo, mais tu sais que ton cycle de vente, il est plus long. Tu vois? C'est aussi une façon d'équilibrer ça, si ça peut t'aider. OK. Est-ce que c'est bon pour toi pour cette partie-là? Le côté marketing qui me chipote encore parfois. Ouais, ouais. Là, c'est pareil que pour, forcer quelqu'un à acheter. C'est en fait, tu n'obliges personne à regarder ce que tu fais au niveau marketing, tu n'obliges personne à acheter suite à une pub que tu fais. Donc c'est simplement que tu rends visible quelque chose pour que la personne qui en a besoin puisse plus facilement tomber dessus. C'est augmenter la probabilité que la personne qui a besoin de ton service sache qu'il existe, quoi. Faut le voir comme ça, le marketing et c'est aussi pour ça que c'est très ingrat, quoi, le marketing. C'est que tu jettes des bouteilles à la mer, bah, faut en jeter beaucoup avant que quelqu'un la réceptionne, quoi. C'est un peu ça, hein. En fait, je préfère parler de mon outil que de le vendre. Ouais, en pratique, tu fais les 2. C'est-à-dire que la façon d'en parler va convaincre parce que le vendre, ça veut dire que dans ce cas-là, ce que tu appelles vendre, c'est la partie négociation ou la partie où tu annonces le prix. C'est celle-là qui est pas très agréable. C'est là où c'est bien de se reconnecter à quelle transformation ça m'a apporté à moi et qu'est-ce que je serais prête à payer pour vivre cette transformation si je parlais à mon moi d'il y a 10 ans ou je sais pas quoi. Et il y a plus photo, quoi. Tu vois? C'est de bien se rappeler de la valeur de ce qu'on offre et on ne prend pas l'argent, c'est juste une transaction.
Merci, ça m'aide, tant mieux. Non, mais je te dis ça parce que je c'est du vécu tout ce que je te partage. C'est moi, j'avais cette façon de parler où je disais: «Ouais, ah je veux pas prendre l'argent, je veux pas prendre l'argent des gens». Et il y a une coach qui m'a dit: «Beh, tu leur prends pas l'argent. Les impôts te prennent ton argent, mais toi tu prends pas l'argent aux gens. C'est eux qui te le donnent en échange de quelque chose». Bon, les impôts, c'est censé être en échange de quelque chose aussi, mais c'est moins visible. Mais voilà, tu pas les impôts. Donc toi, c'est un échange. Je sais pas si ça t'arrive aussi, mais moi, ça m'arrive de faire des échanges où il y a pas d'argent. C'est Je vais faire un soin énergétique chez une amie et après c'est moi qui lui fais un soin, bah, voilà, c'est un échange. Bah, c'est la même chose en fait, hein, l'argent sert à matérialiser cet échange parce qu'on vit dans une société où il y a besoin d'argent pour, payer son loyer, pour payer, ce qu'on achète, ce qu'on mange, mais ça serait autrement, ça serait pareil, quoi. Tu vois? Donc c'est essayer de déconnecter avec les croyances qu'on peut avoir sur l'argent aussi. Ouais, comme du troc. J'avais compris et ça me fait penser à un truc, tu vois? C'est, faut aussi se laisser la possibilité de penser que la personne qui va acheter ce que tu as à vendre, elle sera super contente de dépenser son argent comme ça. Quand je me suis fait opérer des yeux, donc au laser, j'ai revu l'ophtalmo le lendemain et puis après je l'ai revu un mois après et il me demande comment ça se passe. Il me dit: «Si ça va?» Je dis: «Ouais» et pas et je sais plus si c'est moi qui l'ai s'il m'a demandé si j'avais pas de regrets ou quoi. Il a dû me demander ça, ouais, pas de regret? J'ai dit: «Si, j'ai un regret de pas l'avoir fait plus tôt». Ben, c'est une possibilité que tes clients ou clientes, ils aient ce regret de pas avoir acheté plus tôt. Donc ça permet aussi de se déstresser par rapport à l'argent, quoi. C'est juste un échange et puis encore une fois, c'est pas ta responsabilité de savoir comment ils dépensent leur argent. Mmh. Donc on se détend par rapport à ça. Donc la suite. Lionel, tu as loupé un peu un truc, mais on en est page 8. Ah, je sais pas, tu vas devoir peut-être faire ce qu'on a fait avant, les 3 questions pour pouvoir répondre à la page 8, parce que l'idée, c'est à partir de ce qu'on vient d'écrire, donc en réponse aux 3 questions, Mmh. est-ce qu'il serait possible de faire une phrase qui serait une phrase boussole, un peu notre GPS de 2026, donc qui soit courte, parce que l'idée, c'est de la mémoriser facilement et que je pourrais, utiliser quand j'ai besoin de me recentrer un petit peu sur, voilà, c'est quoi que j'ai envie d'être, c'est qui que j'ai envie d'être et c'est quoi ma la posture que j'ai envie d'avoir. Mmh. OK. Dac, donc après si tu as écouté un peu les discussions qu'on a eues, peut-être ça te donne des pistes, mais Oui, oui, tout à fait. donc j'ai mis des exemples, c'est: «Je choisis de ne pas payer aujourd'hui un futur que je ne connais pas encore» ou «Je mets mon énergie là où j'ai un levier d'action réel». Voilà, il y a plein de possibilités et c'est pas une phrase magique, hein, c'est plus un rappel de ma posture. Je vous laisse réfléchir à ça et après vous pourrez partager si vous avez envie, ça peut être inspirant pour tout le monde.
Donc, Marie-France, tu as ta phrase: «Je transmets avec cœur ce qui va aider les coiffeurs». Ouais, ça rime, tu trop balèze. Ça va aider les coiffeurs et leurs clients, hein, aussi. Donc c'est beaucoup plus large que ça, l'impact que tu peux avoir. Mais ouais, très bien. Lionel, est-ce que tu as une phrase que tu veux partager? Oui, donc je vais là où mon élan de cœur me conduit. Donc Oh, c'est un peu mais vous êtes synchro, c'est trop mignon. oui, je trouve aussi que c'est assez absolument. Mais c'est clair parce que bon, la difficulté que j'avais, c'était de savoir sur quoi je m'engage. Je m'engage plus sur du matériel pour pouvoir amortir euh, du matériel que j'ai acheté, ou est-ce que je vais m'occuper de l'humain, et est-ce que lequel des deux je dois privilégier. Et en Mmh. fin de compte, celui que je privilégie, en fin de compte, c'est mon élément du cœur, donc ça serait plus l'humain que la machine. La machine, bon, c'est un investissement, ok, un investissement que j'ai pu faire, mais il faut que j'arrête de me flageller en disant, il faut absolument que je me rembourse. Non, si je l'ai acheté, c'est à l'époque, je croyais à ces valeurs-là, j'y crois toujours, mais je crois que l'humain doit passer avant tout sur ça. Donc, c'est une décision qu'il faut que je prenne, de dire, bah, je vais parler de l'humain, des problématiques de vie des gens, ils n'ont pas de machine qui peut les aider, même si ça en découle après. Ouais, c'est ce que j'allais dire, l'un n'empêche pas l'autre. Mais je Mais pense qu'on c'est a là. tous vécu des situations comme ça, où tu te mets la pression pour vendre un truc et tu perds de vue le besoin réel du client et au final, Mhm. c'est bof, quoi. Donc, c'était plus l'axe de communication. Je communique sur une méthode qui peut aider, ou est-ce que je communique qu'il y a des solutions pour vous faire évoluer. Donc, ne pas rester que sur la méthode. C'est Mmh. le choix de communication sur lequel je dois trancher et m'arrêter dessus et arrêter de papier. Mais une fois sur la méthode, et puis l'autre après sur l'humain qui peut se développer, etc. Mmh mh. En termes de choix de com, c'est plus intéressant de parler du pourquoi, L'humain. Mhm. donc de l'humain. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais résoudre comme problématique ou qu'est-ce que j'amène comme transformation? Mhm. Et après, le comment tu le discutes avec les gens. Oui, Comme tout à disait fait. Marie-France, quand après elle fait des visios avec les personnes qui sont intéressées, et bah, là, tu vas discuter le comment. Mhm. Mais le comment, il est prématuré tant que tu sais pas si la personne, elle est dans ta cible en quelque sorte, tu vois? C'est pas très beau ce mot cible, mais bon. Si la personne est potentiellement a besoin de ce que tu proposes. Tout à fait. Et puis en plus, tu on a tous plusieurs cordes à nos arcs, donc être d'abord à l'écoute de ce dont la personne a besoin et après trouver la solution qui lui convient à elle et qui est la Mhm. meilleure en fonction de tous les aspects. Donc parce qu'il peut y avoir son besoin, ses priorités, son budget, le temps qu'elle a et cetera et là, tu choisis la solution que tu lui proposes et là, tu vas tomber juste. Que si ton idée, c'est: «Je dois vendre la solution A», Mhm. bah, potentiellement, le client ne viendra pas Tout à fait. alors qu'il avait besoin de la solution B que tu avais aussi. Mhm. Tout à fait. Mais on a tous fait ce genre de choses, hein. Des fois, on se met trop la pression pour vendre un truc en particulier. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'anticipation. Moi, j'ai fait cette boulette de vendre un atelier parce que j'avais anticipé que je pourrais vendre d'autres choses derrière et en fait, j'étais tellement obnubilée par ça que l'atelier, ça a été bof, quoi. Donc voilà, ça arrive. On en tire des leçons, c'est l'essentiel. Donc vous avez vos petits, mantras là pour 2026 pour se remettre, dans la posture de l'entrepreneur qui réussit et c'était notre dernier exercice. En conclusion, ce que je voulais vous dire avec ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était d'abord de prendre soin de votre énergie et de vous rappeler ce juste pour aujourd'hui parce que souvent c'est déjà pas mal. Juste pour aujourd'hui, je fais de mon mieux, bah, c'est déjà bien, hein. Ça permet aussi de déculpabiliser pas mal et un jour à la fois, c'est ça. Et une petite, citation, je sais pas si c'est une citation quand on s'auto-cite, mais
puisque celle-là, c'est moi qui l'ai dite dans mon podcast. La sérénité ne consiste pas à tout prévoir, mais à savoir quand il est inutile de se préoccuper. C'est ma définition, en tout cas. Et donc, il y a 3 épisodes de podcast qui sont déjà sortis. Le 4e sort mercredi prochain, qui font toujours référence à cette petite série-là que j'ai fait sur la sagesse orientale, donc qui donneront d'autres informations, si ça vous dit. Et puis, je vous ai mis le planning des... Alors là, c'est pas de la préoccupation, on est d'accord, ou c'est une préoccupation utile. Je vous donne le planning des prochains ateliers pour 2026. On reste sur le vendredi 16h-18h parce que je pense que c'est quand même, mis à part quand on est très proche de Noël, le créneau sur lequel on peut avoir le plus de monde en live. Et donc, voici ce que j'ai proposé. 23 janvier, donc le prochain. Et je vous l'ai envoyé par mail aussi, normalement. C'était dans le PS. Il y avait toutes les dates. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion, quelque chose que vous avez envie de partager avant qu'on se souhaite de bonnes fêtes et tout ça? J'attends, je vois que Marie-France est en train de taper. Mais si tu veux, Lionel, vas-y. Bon, je lis le commentaire de Marie-France. Cet atelier m'a apporté beaucoup de sérénité en revoyant ma façon de penser. Merci beaucoup. Ouais, c'est simple en fait. Mais tu sais, souvent, les choses les plus simples sont les plus efficaces. C'est juste de prendre un peu de recul et regarder comment on fonctionne. Et tu repenseras au coup de mon sac à dos. C'est parce que c'est vraiment ça. C'est à chaque fois, c'est est-ce que je pourrais pas plutôt changer le sac à dos? Et hop, ça permet de changer d'angle. Se dire, ben, en fait, j'ai d'autres choses que je peux faire, quoi. Mais contente que ça t'ait été utile. Et puis, petit pouce, discret, efficace. Ça se fait très bien en faisant autre chose, hein. Tu regardes la télé, hop, petit pouce. Et toi, Lionel, tu voulais partager quelque chose? Moi, un grand merci. Merci déjà à toutes les personnes qui étaient en live. Et les autres, je vous encourage à revenir nous rejoindre parce que c'est quand même super, super génial. C'est super dynamique. Et puis à chaque fois, on en sort avec du bonus, du plus. Ça nous remet en question, ça ne donne pas des réponses. Si vous cherchez des réponses, c'est peut-être pas le bon endroit. Mais par contre, si vous avez des questionnements, vous repartez avec des questionnements, mais avec des pistes peut-être à creuser. Donc moi, je trouve ça génial. Merci Mhm. encore. Je précise que toutes les personnes qui sont pas venues m'avaient délicatement envoyé un message pour me prévenir qu'elles ne pourraient pas être là. Donc, J'entends bien, mais bon, j'encourage les mais gens de venir autant que possible en live parce que c'est ouais, quand je suis d'accord. même plus fort et plus ça permet d'être vraiment dans un échange, d'un partage. Ouais. Puis bon, l'énergie, elle est là. Mm. C'est toujours plus sympa en live, je trouve. Il y a l'effet groupe, mais bon, même en petit groupe, c'était déjà bien sympa. Donc, merci d'avoir été là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, par rapport à ta remarque, les réponses, en fait, il n'y a pas de réponse universelle. Donc, c'est vrai que l'objectif, c'est plus de stimuler votre propre introspection, réflexion, parce que comme je l'ai si bien dit il y a quelques années, la réponse est en toi. Mmh. Ouais, je crois que cette marque, elle m'a été transmise comme ça, quoi. C'était pas possible autrement. Trouver chacun sa vérité, c'est exactement ça. Sinon, en fait, on tombe dans le côté négatif du gourou. Donc pas le gourou comme on dit dans la sagesse orientale où là c'est un guide, mais si c'est moi qui viens et que je dis bah la vérité c'est ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Donc chacun trouve sa vérité, trouve sa voie et c'est ça qui est précieux et qui est inspirant en plus parce que ça montre aussi qu'il y a plein de façons différentes de faire les choses. Je vais couper là. C'est quand même plus sympa.
Moi, je vais souhaiter à Marie-France et à tous les autres qui reverront ceci en replay de passer de bonnes fêtes de fin d'année, d'essayer d'en profiter, de garder le cap, parce que de toute façon, c'est un cap qu'il faut tenir. Ça peut être avec du vent, sans vent, mais c'est pas grave. Il suffit d'avancer, puis il suffit d'y croire, en tous les cas. Bonne J'attendais que fin de journée à Marie-France ait toi. fini de taper son message. C'est pour ça qu'il y a eu un silence. Et donc, il nous dit de cœur à cœur, merci à vous deux. Merci à toi, Marie-France. Retrouve ta voix dès que possible. Ça peut servir. Mais merci d'être venu quand même. Et puis voilà, d'avoir joué le jeu, d'écrire dans le chat. C'est un peu différent, mais c'est bien aussi. Passe de bonnes fêtes, bonne fin d'année. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Joyeux Noël et bonne année. Merci à toi aussi. À bientôt. Merci beaucoup. Bye. Prends soin de toi. Merci, moi aussi.